plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres du journal. Certains Béninois ont décidé de consommer local. C'est leur façon de valoriser l'économie nationale. Une équipe de notre rédaction est allée à leur rencontre. Le 4 octobre, c'est la journée des aveugles et malvoyants en Europe. Toutes les 5 secondes, une personne devient aveugle dans le monde. Ce n'est pas pourtant une fatalité. Nous vous amenons dans l'univers d'un couple aveugle non-voyant dans ce journal. Ils sont en amont de la promotion de la mode principalement, mais en Afrique et surtout au Bénin. Les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur. Pour quelles raisons? C'est à suivre. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons, c'est le principe du consommons local. Si ce n'est pas encore dans les habitudes de tous les Béninois, certains en font une règle. C'est en effet l'une des conditions pour promouvoir l'économie nationale. Louis Koudogbo, Patrick Adjabodjo. Mohamed est un producteur agroalimentaire. Il sèche et tamise du sel iodé mélangé avec 17 épices bio. Pour manger son moyo, un plat typiquement béninois, il se sert de ce sel comme un assaisonnement. Mieux, il fait ce mélange avec d'autres aliments frais produits au Bénin. Un Béninois qui consomme un produit local incite et encourage son frère à y produire de jour en jour. C'est de la valeur ajoutée énorme et c'est de l'emploi créé. Consommer le local, c'est la seule chose qui nous permettra d'aller plus loin et d'enrichir notre économie. Acheter et consommer local permet de booster l'économie nationale et par ce fait, inciter les producteurs locaux à miser beaucoup plus sur la qualité. Si je suis au Bénin et que j'utilise les produits du territoire béninois pour produire un produit donné, la qualité y est forcément. Avant de commencer par produire, c'est parce que j'ai eu à réfléchir pendant des années jusqu'à ce que le produit final y est. Et ce produit passe au laboratoire pour des vérifications et enfin obtient un certificat. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'acheter ce produit et que nous avançons. Et plus on achète, plus l'autre va commencer par industrialiser. Lewis est un aviculteur. Il sort de son poulailler 45 plateaux d'œufs de table par jour, soit 315 par semaine. Ses clients sont en majorité des Béninois. En moyenne, nous avons jusqu'à 6 clients par semaine qui viennent à ramasser, puisqu'on les fait on fait des programmations et elles viennent ramasser les œufs pour aller revendre. Ce sont souvent les grossistes. Celui qui prend un œuf par jour crée indirectement de l'emploi pour son pays. Puisque là où je suis aujourd'hui, je suis à un effectif de 1900 pondeuses actuellement et j'emploie déjà une personne. De l'emploi créé avec des retombées économiques, la consommation locale est un atout pour accroître les performances de production des entreprises locales. Une fois que je volis en portefeuille client, je vais penser à produire plus. Une fois que moi je produis plus, je vais penser à recruter plus de personnel et acheter plus d'aliments, plus de maïs, plus de médicaments vétérinaires, ainsi de suite. Ceux qui m'aident à faire le transport des œufs vers le marché, les conducteurs de tricycle, eux ils vont plus trouver d'œufs à ramasser pour prendre plus d'argent. Pour l'économiste, si consommer local peine à être une habitude, ce n'est ni la faute du consommateur, ni des producteurs locaux. Il faudrait permettre aux producteurs de produire à moindre coût, donc d'être compétitifs. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel, un environnement international où nous ne pouvons pas imposer des barrières et empêcher les autres produits de rentrer chez nous. Ce n'est que l'État central qui peut les aider à baisser un peu les coûts de production pour être assez compétitifs. Être compétitif sur le marché de l'offre et de la demande, un challenge pour amener les consommateurs à privilégier les aliments locaux dans leurs assiettes.
Je l'annonçais dans les titres, l'Europe célèbre aujourd'hui la journée des non-voyants au Bénin. Si la société considère ces personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il y en a qui prouvent le contraire et mènent des activités génératrices de revenus. Notre équipe s'est intéressée à la vie d'un couple non-voyant à Akpakpa. René Kofi, Lazare Mingan, Christian Devoti ont fait une incursion dans leur univers. Voici leur reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand banc pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les Android parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je glane un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça? Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman ça, ta maman ne voit pas. » J'ai dit « Laisse tout ça, ça c'est rien ça. Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. » On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Autre élément dans ce journal, le mannequinat est l'activité exercée par toute personne qui pose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoukou nous en parle au micro de Edwige Agossou et Rebecca Adjinako. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pinis, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a 3 rôles principalement.
Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté un budget s'élevant à 8 061 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Ce montant est en hausse de 9,9% par rapport au budget 2019. Selon les autorités ivoiriennes, à la différence de la budgétisation basée sur les moyens qui étaient jusque-là appliqués, l'année 2020 va consacrer le basculement en mode budget-programme conformément aux objectifs de réforme initiés par l'UEMOA dans la gestion des finances publiques. La Côte d'Ivoire devrait enregistrer une croissance économique respectivement de 7,5% et 7,2% en 2019 et 2020. Séance de travail entre les Sénégalais résidant au Maroc et une délégation gouvernementale de leur pays. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, dont le droit des migrants, les recommandations de Casablanca. C'est dans ce reportage de Philomène Constance Diaye. Les débats ont été parfois houleux, mais l'intérêt en commun de se concerter finissait toujours par prendre le dessus. Sans langue de bois, les Sénégalais résidant au Maroc ont soulevé plusieurs questions qui leur tiennent à cœur devant une représentation gouvernementale toute oui. Ça fait pour nous un double succès. Celui de permettre au Sénégal d'avoir une ouverture quant à leur avenir, quant à leur vécu, quant à la capitalisation de leur aventure. Mais nous sommes venus aussi apporter aux Sénégalais l'ensemble des propositions de l'État, l'ensemble des propositions des partenaires, mais aussi l'ensemble de leurs préoccupations en une seule fois, donc dans une seule structure. On a beaucoup appris de cette rencontre, surtout moi qui m'apprête à retourner au pays. Je suis là depuis les années 80 et jamais il n'y a eu d'initiative aussi importante pour les Sénégalais de l'extérieur. À l'issue d'échanges interactifs portés sur les droits des migrants, de leur entrée et de leur séjour, du financement entre autres, des recommandations ont été formulées. La question de l'immatriculation consulaire a été soulevée avec un appel fort pour que les Sénégalais puissent développer le réflexe d'aller s'immatriculer au consulat. Il a été appelé à une revitalisation et un développement de l'idée d'une souscription à une police d'assurance maladie et de rapatriement de corps. Un comité d'initiative et de suivi du forum sera mis en place. Et le consulat a bien pris la responsabilité d'identifier les différents membres de ce comité de suivi parmi les membres de la communauté, les présidents d'associations, les daïras, pour qu'ensemble qu'ils puissent partager le rapport provisoire qui a été élaboré avec l'ensemble des recommandations. Ce qui permettrait de le légitimer davantage. Si eux s'approprient déjà le contenu du rapport, à travers le comité de suivi, ça va faciliter la mise en œuvre. Une mise en œuvre qui suscite plein d'espoir chez la diaspora sénégalaise au Maroc, surtout celle qui aspire au retour. D'ailleurs, pour l'édition 2020, le Forum de la diaspora prévoit de rentrer au pays.
Et c'est la fin de ce journal. Passez d'excellents moments sur BB24.